Arnaud Montebourg, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes avocat, député PS. Les téléspectateurs vous connaissent forcément, au moins quand vous avez dénoncé l'appartement d'Alain Juppé. Vous étiez très remonté contre Alain Juppé il y a quelques années. C'était quand ça? Il était encore Premier ministre, non? Il y a 5 ans, j'étais avocat. Vous étiez avocat. Vous n'êtes plus avocat? Non, je ne le suis plus. On a entendu parler de vous récemment, au mois de juin, dans votre rapport parlementaire sur Monaco. Alors là, vous y êtes allé pas avec le dos de la cuillère. Monaco, plaque tournante du blanchiment d'argent. Vous avez vu, vous avez énervé le prince Régnier cette semaine. Il menace de couper les ponts. Ça vous inquiète? Non, je crois que le débat est ouvert désormais. Ça fait à peu près 30 ans que le débat n'a pas été réouvert. Il a été même refermé par le général de Gaulle qui a été allé jusqu'à un blocus. Donc il nous a montré la voie vis-à-vis de Monaco. Il y a des choses intolérables qui se déroulent à nos portes. Je ne vois pas pourquoi, par courtoisie mondaine, on devrait les faire respecter, ou en tout cas ne rien dire. Le blanchiment, ce que vous appelez la courtoisie mondaine, on passe à côté donc du blanchiment d'argent sale, c'est ça, hein? C'est ça. On y vient tout à l'heure, on va voir si le prince Régnier décide de couper les ponts et être souverain chez lui, ce que ça impliquerait, c'est assez drôle. On va voir ça tout à l'heure. Alors vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour votre livre que vous avez sorti cette semaine, La machine à trahir, je crois même qu'il sort aujourd'hui en fait. Hein. Un pavé dans la mare politique. Quoi? C'est pas ça? Je ne le ressens pas comme ça. Oh. C'est votre analyse. C'est l'analyse de tout le monde parce que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Écoutez, ça fait 3 ans et demi que je suis élu député. C'est un mandat magnifique. J'ai essayé de faire des choses. J'ai toujours respecté les règles de mon groupe, car je suis socialiste. Je respecte les règles de la discipline collective. Je suis un peu déçu. Il y a aussi des grandes joies que nous avons vécues, des grandes choses qui ont été faites, auxquelles je rends hommage dans ce livre. Vous êtes déçu parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que les députés, ils ne servent pas à grand-chose parce que quand ils veulent dénoncer des choses, en fait, on ne leur donne pas les moyens. C'est à peu près ça. Ou ils ne les prennent pas eux-mêmes quand ils existent. Nous sommes dans un système institutionnel qui pose de graves questions à la démocratie. Aujourd'hui, l'administration semble avoir pris le pouvoir, et parfois même sur le ministre. Donc l'administration commande au ministre, le ministre commande au député, et le député se débrouille avec les électeurs. Et le député, quand il porte le barda, un jour, les électeurs le lapident parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc la question, c'est la question de la démocratie qui est posée dans ce livre. C'est-à-dire comment un système aujourd'hui institutionnel lourd a organisé l'irresponsabilité diffusée dans l'ensemble d'ailleurs de la distribution des pouvoirs, jusque y compris dans les pouvoirs décentralisés locaux, les conseils généraux, les conseils régionaux, les procureurs de la République. Alors on y vient. Ce qui fait parler dans la semaine, le pavé dans la mare, c'est pas tout ça, c'est intéressant à lire, mais c'est évidemment les derniers chapitres, notamment celui qui s'appelle « Un président en enfer », où là, vous accablez Jacques Chirac, où vous dites que c'est l'organisateur en chef du système illégal de financement occulte du RPR, je vous cite toujours, c'est le premier receleur de ces infractions graves. Déjà, est-ce que vous avez eu des réactions de l'Élysée? Est-ce que vous avez des actions ou des procédures contre vous suite à ce qui a été sorti? Est-ce que vous avez déjà un peu dit dans la semaine? Comment pourrait-il y avoir la moindre réaction de l'Élysée et de l'intéressé sur ce sujet, puisque c'est le contenu d'une ordonnance d'un juge d'instruction qui précisément a constaté qu'il existait des charges sur le plan judiciaire très graves d'avoir organisé un système d'emploi fictif pour contourner la loi dans un temps assez récent. Mais là, vous le nommez, vous dites que c'est lui et qu'il est le principal... Non, le juge d'instruction nomme nommément les dignitaires du RPR de l'époque, dont son président. Et là, vous dites que c'est donc le premier receleur. Clairement, avec des chiffres si possible... Je voudrais vous donner ça. Vous lui reprochez quoi à Jacques Chirac? Moi, je ne reproche rien. Je constate qu'un juge d'instruction a reconnu qu'il avait organisé un système d'emploi fictif qui aujourd'hui est prouvé à hauteur de 30 millions de francs, au préjudice des caisses publiques de la ville de Paris, ou sous forme de recel d'abus de biens sociaux. Je ne parle pas de cassettes, car ça, pour le moment, ça fait l'objet de vérification chez le juge. C'est les 30 millions. C'est 30 millions d'emplois fictifs. Et nous avons un juge qui aujourd'hui dit « je suis incompétent » parce qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui m'empêche de le poursuivre. On y vient, un pacte, même vous dénoncez un pacte entre Roland Dumas et Jacques Chirac, rien que ça. Je vais vous demander si vous avez des preuves et ce qui contient ce pacte. Mais vous, auparavant, vous allez plus loin. Vous voulez que Jacques Chirac soit traduit, soit traîné devant la Haute Cour de justice de la République et vous dites que vous en avez les moyens. Il faudrait que 58 députés votent, c'est ça? Et on pourrait traduire le chef de l'État devant cette haute cour. Vous pensez que ces 58 députés, plutôt des socialistes, j'imagine, vont voter? Je voudrais d'abord donner une explication. Lorsque les voies de la justice ordinaire sont bloquées, la Constitution nous donne la solution. Il ne reste plus que la justice extraordinaire, c'est-à-dire une haute cour de justice. Qui sont les procureurs, malheureusement?
malgré eux. Ceux que vous n'aimez pas. Oui, qui sont les procureurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'organiser l'accusation, pas la condamnation, mais l'accusation. Eh bien, ce sont les députés ou les sénateurs. Et de ce point de vue-là, on ne peut rien faire. Soit on décide d'organiser nous-mêmes l'impunité du président de la République. Soit vous vous mobilisez. Système. Alors, est-ce que c'est 58, est-ce que vous pensez les avoir ou c'est pas juste un acte symbolique et l'occasion de faire parler de vous? Je vais vous dire que c'est une question de conscience pour chacun de mes collègues, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité, à droite comme à gauche. Chez vous, dans votre camp. J'y viens, mais laissez-moi vous dire quand même que ce n'est pas une décision politique qui pourra intervenir. Ce ne sont pas forcément des intérêts politiques qui décident. Parce que chaque parlementaire, même si on les conspue, et bien à tort, ont une conscience, ils ont des électeurs, ils ont un devoir, un sens du devoir. Bon, eh bien, ils auront à en délibérer avec eux-mêmes. Moi, personnellement, je n'ai pas tranché ça très rapidement. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des oui concrets? C'est ça ma question. La réponse est oui. Combien? Nous en sommes à une petite dizaine. 10 sur 58. Il vous en manque 48. Eh bien, nous verrons, nous avons le temps, nous allons convaincre, réfléchir ensemble. En tout cas, je vais vous dire, moi, je ne peux pas accepter un système institutionnel... Une impunité. Oui, un système institutionnel où le président de la République est non seulement compromis, mais... il n'y aurait pas de solution à cette compromission ou de réponse judiciaire à cette Alors, le pavé dans la mare, j'y viens, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un certain nombre de vos petits camarades politiques qui sont assez énervés. Patrick Devedjian parle d'ignominie et de bassesse. Quelques réactions à votre livre avec Bruno Donnet. L'auteur de ce livre injurie la justice. Sur la question du statut du président de la République par rapport à son passé et aux affaires de Paris, je partage son analyse. C'est grave et c'est préoccupant. Le juge naturel, c'est le juge pénal. Et donc le président de la République doit pouvoir être entendu comme témoin par un tribunal ordinaire. Si les plus hautes autorités de l'État et de la justice s'y opposent, alors il faut la haute cour de justice. Voilà, c'est simple, c'est naturel. Il incrimine dans ce que j'ai lu le procureur général pour la Cour de cassation, le procureur général pour la Cour d'appel. Il met tout le monde dans le sac, quoi. Roland Dumas, Jacques Chirac. On me reproche d'être violent et dur avec le président de la République, mais alors quand je lis les bonnes feuilles de son bouquin, je suis un enfant de cœur à côté, franchement. Il faut impérativement et rapidement que M. Jospin nous dise ce qu'il pense de tout cela. Ça fait parler. Je ne sais pas, en tout cas, je voudrais, je voudrais vous dire... Non, mais je veux rester un peu détaché, parce qu'il y a quand même, dans ce pays, un certain nombre de phénomènes sur lesquels on ne pourrait rien dire. Pardonnez-moi d'appeler un chat un chat. Alors, le chat que vous appelez... Le chat, il y en a même plusieurs. Alors, l'autre chat, c'est ce pacte. Il y en a 4 dans cette affaire. Ils sont d'ailleurs nommément cités par d'autres que moi dans votre reportage. Il y a beaucoup de chats, des gros chats. Les gros chats, oh là. Moustachus. Vous allez me faire peur, à mon moment, faites attention. Non, mais on peut mettre un peu d'humour quand même, parce que ça prend des proportions un peu curieuses. Il manquerait plus qu'il n'y ait pas Tout le monde sait que les procureurs... près la Cour de cassation, la Cour d'appel de Paris, sont des gens qui ont été nommés par M. Chirac et M. Toubon pour s'occuper tout spécialement des affaires de la ville de Paris. Vous voulez dire qu'on les étouffe après les affaires, c'est ça? Eh bien, ils ont une responsabilité dans ce type de pratique. Donc, nous allons pouvoir, si ceux-ci sont mécontents de ce que j'ai écrit, nous allons pouvoir en débat devant un tribunal qu'ils saisiront certainement. Ça vous plaît, ça? Ça ne me plaît pas. Ça ne vous déplaît pas. On a l'impression que vous aimez bien quand même combattre, non? Eh bien, c'est normal si j'ai des convictions. Qui peut le reprocher à quelqu'un? Non, mais c'est aussi l'exercice, non, quand on est avocat. Je ne crois pas que ce soit drôle de se retrouver dans un box. Vous en avez fait votre métier? Non, parce que je défendais ceux qui étaient dans le box. C'est un peu différent. Oui, mais on n'est pas loin du box quand même. Écoutez, non, ce n'est jamais drôle d'être devant un tribunal correctionnel. Cité en diffamation. Pour l'instant, donc, vous n'êtes pas encore cité en diffamation. Eh bien, j'attends. Vous attendez. Je ne vois rien venir. Je ne sais si pas jamais vous voulez attaquer Arnaud Montebourg, il attend, il ne voit rien venir. Non, ce que je veux simplement dire, il n'y a pas de forfanterie de ma part, je veux simplement dire que nous aurons un débat contradictoire avec les témoins, les documents, les éléments, et nous verrons bien. Si j'ai eu tort de l'écrire, je le reconnaîtrai. Très bien. Alors, simplement un mot, Arnaud Montebourg, sur le pacte qui aurait été signé entre Roland Dumas et le président de la République. Roland Dumas qui était à l'époque donc le président du Conseil constitutionnel et qui donc avait attribué au président de la République une immunité pénale. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Et à votre avis, comment ça s'est passé, ce pacte? C'est un délire, vous dites qu'il y a eu un pacte? Ou alors vous dites clairement dans le bouquin, il s'est passé ça, précisément? Il y a eu des éléments troublants qui ressemblent à des échanges de services. Alors, c'est les comptes de campagne. Expliquez très brièvement ce que sont ces éléments troublants, selon vous. Il y a eu un certain nombre d'actes publics de soutien manifestes de part et non pas d'autres.
Depart, c'était Jacques Chirac. C'était Jacques Chirac qui soutenait est responsable, selon la Constitution, Roland du bon Dumas. fonctionnement des institutions. Alors, d'après vous... Lorsque vous êtes président de la République, que vous êtes chargé de garantir le bon fonctionnement des institutions, et que le président du Conseil constitutionnel, qui est numéro 5 dans la hiérarchie de la République, est mis en examen pour des affaires graves, et que vous le recevez à l'Élysée, devant les caméras de télévision, et vous dites « la présomption d'innocence est une chose très importante », est-ce qu'on garantit le bon fonctionnement des institutions? D'autant que depuis cette époque... Allez plus loin, le Arnaud Montebourg, parce que vous allez plus loin. Oui, mais un peu plus vite alors. Ah, excusez-moi, je suis trop lent. Oui, Trop lent, c'est une émission très vive, très jeune. Écoutez, non... Je suis déjà fatigué, vieux, comme Michel Polak. Vous n'êtes pas vieux, vous avez quel âge, Arnaud Montebourg? 37 ans? 38, le temps passe, voyez. Oh, bon, il n'y a pas un grand écart, vous savez. Alors, je veux justement dire... J'espère qu'à 38 ans, j'aurai gardé cette vivacité d'esprit. J'ai perdu mon fil. Non, moi, ce que je veux que vous disiez, c'est que qu'est-ce qui s'est passé, ce pacte? C'est quoi? Ces comptes de campagne qu'aurait présenté Jacques Chirac au moment des présidentielles. En fait, s'il dépassait, selon vous, ça c'est la loi, s'il dépassait les 120 millions de francs, c'est ça? Oui. On lui aurait pas remboursé quoi? Allez-y, je ne vais pas dire ce qu'il y a dans votre bouquin, vous êtes là pour ça. Non, ça, c'est ce qui est dans la loi. Lorsqu'un président de la République... ce qui s'est passé selon vous. Je vais vous le dire, mais je voudrais pouvoir le dire. C'est mon défaut, vous savez. Non, mais c'est libre à vous, c'est votre émission. Hein. Donc je voudrais simplement expliquer très clairement que les dépenses de campagne électorale pour un président de la République élu ou un candidat vaincu à ces élections sont de 120 millions de francs. Toute personne qui dépasserait, que ce soit un candidat vaincu ou vainqueur, est obligé de recevoir une amende et se voit privé de la part de remboursement de financement public. Pour Jacques Chirac, c'est 40 millions de francs. Nous savons que les éléments étaient acquis, que le compte de campagne n'avait pas respecté le plafond. Il avait dépassé, et donc selon vous... Et le Conseil constitutionnel semble avoir donné... Là, vous ne voulez pas être attaqué en diffamation, vous dites semble. J'ai un texte, il suffit. Je fais quelques commentaires devant vous parce que vous me demandez des précisions. Je veux simplement dire que le Conseil constitutionnel s'est comporté d'une façon qui a ému un certain nombre d'observateurs très autorisés de ces décisions. Simplement un mot sérieux là-dessus. Quand vous dites le Conseil constitutionnel, c'est pas que Roland Dumas, le Conseil constitutionnel. Il y a des sages au Conseil constitutionnel. Et ils auraient suivi tous d'un seul homme, et comme ça, Roland Dumas. Je dois vous dire qu'il est un membre du Conseil constitutionnel, un ancien membre, qui vient de publier un livre, qui s'appelle M. Jacques Robert, qui est un professeur de droit, qui... a eu quelques paragraphes très critiques dans son livre sur des décisions passées. Semble-t-il, il semble avoir été vaincu dans les débats internes. C'est très intéressant de voir comme la vérité commence à surgir, des conditions dans lesquelles cette institution est aujourd'hui contestable. Alors moi je ne conteste pas l'intérêt de votre bouquin, je trouve ça intéressant, mais j'avais envie de m'intéresser un petit peu plus à vous. Je suis allée voir sur votre site internet et on peut consulter votre fiche de paye. Vous gagnez en net un petit peu plus de 31 000 francs. C'est vraiment par pur souci de transparence ou c'est pour être irréprochable envers d'éventuelles attaques? Il y a autre chose en plus sur le site internet. Je crois que la confiance des citoyens dans leurs responsables politiques, dans un député de base comme moi, est rompue. Donc il faut la reconstituer par tout moyen. Moi, je n'aime pas qu'on considère que puisque je défend des idées dans l'action politique et essaie de les concrétiser à travers des décisions législatives, gouvernementales, on pourrait me soupçonner. Oui, donc je n'apprécie pas ça. Mais on apprend plein de choses. Oui, je veux vous dire un mot. Donc c'est de l'argent public. Oui. Ce sont des indemnités. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas dire aux Français, d'ailleurs que nous payons nous aussi, heureusement, des impôts, la CSG, comme tout le monde, le RDS. Mais on apprend d'autres choses sur vous. On apprend que vous possédez un appartement de 50 mètres carrés dans le 20e, une 205 Peugeot, que vous avez 1750 francs sur un livret de caisse d'épargne, vous n'allez pas aller très loin, et que vous n'avez pas de valeur cotée en bourse. Toutes ces infos datent de 97. Alors première chose, est-ce que vous avez actualisé depuis? Oui. Il faut le mettre pas sur le site, internet. mais à la commission des Sur le comptes, livret de caisse d'épargne, il y a plus de 1750 francs. Un petit peu plus. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon. Combien est la transparence? Écoutez, vous consulterez mon site internet. Mais non, Mais non, aussi, c'est 97. Si je le savais moi-même, je pourrais vous le dire. Je sais que c'est pas terrible. Voilà. Non, mais vous en faites un petit peu trop, là, quand même. Vous en faites un petit peu trop, vous savez, je ne m'en suis pas du tout vanté. Je l'ai fait. Et lorsqu'on m'interroge dans les réunions électorales, combien vous gagnez? Je dis, c'est public. C'est tout. Je n'en fais pas un argument. Mais lorsqu'on me fait des reproches, on me dit, mais qui êtes-vous, vous, là, qui dites, qui faites la leçon aux autres? Je lui dis, je ne fais pas de leçon. J'ai un certain nombre d'exigences sur lesquelles on peut s'entendre tous. D'ailleurs, tous les élus sont obligés de déposer devant cette commission des comptes de campagne. Il y a un certain nombre d'élus qui ont proposé que ces éléments-là soient rendus publics. Donc, moi, je
C'est une pratique personnelle, elle n'engage que moi. Je n'ai jamais demandé que les autres le fassent et s'alignent. Simplement, je ne veux pas qu'on me soupçonne.